Vous attendez quelqu'un? Alors, voulez-vous qu'on parle d'amour? Alors, on s'est donné rendez-vous pour ça. Or, le mot amour est né seulement au XIIIe siècle. C'est-à-dire que quand un mot apparaît dans une culture, ça veut dire que la culture en a besoin. Si le mot n'apparaît pas avant le XIIIe siècle, c'est parce qu'on n'en avait pas besoin. Ça veut dire que la sexualité était faite sans amour ni sans attachement. Pendant 13 siècles, pendant 13 siècles, depuis Monsieur et Madame Sapiens, nos grands-parents, tous dans cette salle, hein, on a les mêmes grands-parents, Monsieur et Madame Sapiens, qui sont nés en Afrique du Sud et qui sont venus à Montpellier. Ils sont venus à Nice surtout, mais euh, c'est-à-dire que pendant 300 000 ans, on n'a pas eu besoin du mot amour, tout simplement parce que les femmes étaient données. C'est une expression de Lévi-Strauss que beaucoup d'anthropologues reprennent. Les femmes n'étaient pas des personnes et on les... Attendez, c'est pas fini. Les femmes n'étaient pas des personnes et elles étaient là pour la reproduction. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas de squelette âgé dans les paléosquelettes, il n'y a pas de squelette âgé de plus de 30 ans. On vivait en clan, probablement il y avait des jeunes gens, on a retrouvé des squelettes de femmes enceintes, femmes. Les squelettes étaient âgés de 13-14 ans. Mais si l'espèce voulait survivre, ben, il fallait faire vite. Et il fallait vite engrosser les femmes, les grandes filles. Donc la personnalité des femmes n'était pas pensée, la personnalité des hommes n'était peut-être pas beaucoup pensée, mais la violence des hommes était déjà pensée. Parce que pour la survivre, il fallait tuer des animaux beaucoup plus gros que nous, beaucoup plus rapides que nous, et c'était la violence des hommes qui était privilégiée. La violence des hommes était civilisatrice et les femmes étaient là pour la reproduction. D'ailleurs, c'est pas un bon mot reproduction parce que reproduction ça veut dire reproduction du même. Or, quand un homme et une femme s'accouplent, ils inventent un enfant. Ils font pas un enfant. Ils inventent un enfant qui, à partir d'eux-mêmes, est différent de ce qu'ils sont. Et ce que je viens de dire est important parce que sur le plan biologique, ça veut dire que les enfants sont différents des parents, donc quand le milieu varie, ce qu'il fait tout le temps, le milieu passe son temps à changer. Quand le milieu varie, il y a toujours une partie de la population des enfants qui s'adapte à ce nouveau milieu, et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, parce que grâce à la sexualité, on a pu inventer des enfants. J'ai bien dit sexualité, j'ai pas dit les femmes, j'ai pas dit les hommes. C'est-à-dire que les conditions de civilisation étaient totalement différentes. Et puis au XIIIe siècle, révolution culturelle, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine fait la première croisade et il arrive chez les barbares qui avaient volé le tombeau du Christ. À mon avis, le tombeau du Christ, il était vide, il n'y avait plus personne dedans. Mais enfin voilà, il fallait, il fallait récupérer le tombeau du Christ et surprise, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine découvre que les Arabes avaient une civilisation plus avancée que la civilisation d'Aquitaine. Une architecture magnifique, des décors magnifiques, une philosophie, des débuts de médecine. Les médecins, les Arabes étaient déjà très intéressés par la médecine, et vous savez sûrement que la faculté de médecine de Montpellier a été fondée au Xe siècle par les Arabes et les Juifs associés. Et c'est même d'ailleurs dans cette faculté de médecine que les premières étudiantes en médecine femmes sont venues s'inscrire d'Europe centrale. Elles venaient s'inscrire
en médecine à Montpellier parce qu'elle n'avait pas le droit de s'inscrire dans les universités d'Europe centrale. Donc au XIIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine lui dit, mais écoute, j'ai vu des choses incroyablement belles et intelligentes dans les civilisations arabes, et j'ai notamment vu quelque chose de surprenant, euh, ils sont courtois, vous avez bien entendu, ils sont courtois, c'est-à-dire que au lieu de faire ce que à cette époque-là on appelait l'amour à la franque, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire amour à la franque, mais j'imagine que ça devait être une sexualité sans bonne manière. Enfin, ça devait être un truc comme ça. Et au lieu de faire la sexualité à la franque, il faut qu'on fasse comme les Arabes, que vous, les femmes, vous vous réunissiez et que vous fassiez des sentences de cours d'amour, cours au sens juridique du terme. Vous allez donc juger les hommes en 12 points. Vous allez vous réunir dans les belles maisons. C'est les femmes bien nées qui ont fait ça, celles qui avaient le temps de réfléchir, les autres, elles travaillaient. Hein. Donc les femmes bien nées se sont réunies dans les belles maisons et dans les châteaux avec Aliénor d'Aquitaine, qui, influencée par son grand-père, est venue à Toulon, en Provence. Et là, on a des archives. Georges Duby, qui venait de temps en temps travailler avec nous avait orienté sur des archives magnifiques qui avaient des sentences de cours d'amour que ces dames discutaient pendant un jour ou deux, et elles émettaient leurs sentences au sens juridique du terme. Voilà comment nous, les femmes, on veut être courtisées. Et j'ai retenu pour ce soir, j'ai retenu 2 sentences de cours d'amour que je vais vous résumer. Il y en a plein, il y en a beaucoup, mais j'en ai retenu 2. Première sentence, faut-il aimer son mari ou son amant? Alors, alors les femmes débattent pendant 2 jours, et puis elles placardent sur les murs des églises, sur les platanes des villages, elles placardent, non, non, le mari c'est pour le bien, c'est pour le non, l'amour c'est pour l'amant. Amour. Le mot amour apparaît, mais pas dans le couple. La sexualité, c'était fait pour le ventre des femmes était utilisé pour faire du sacré, c'est-à-dire mettre au monde le plus d'âmes possible pour adorer Dieu. J'ai entendu cette phrase il n'y a pas longtemps dans beaucoup de pays du Proche-Orient. Elle est prononcée dans pratiquement tous les pays du Proche-Orient, où encore aujourd'hui, j'ai entendu nos femmes mettent au monde 7 ou 8 enfants par femme, donc et alors que les femmes occidentales sont 1,1, 1,4 enfants par femme, on est donc sûr de gagner la guerre. Cet argument n'est pas effacé, il existe encore. Et le deuxième argument que je vous propose, c'est les jugements de cours d'amour. Est-il nécessaire qu'un homme soit intelligent? alors, alors, les dames se réunissent, et puis écoutez bien, elles disent non, non, l'intelligence, c'est une vertu secondaire, c'est une vertu de femme. La vertu prioritaire, c'est-à-dire celle des hommes, c'est d'être dur au mal et bien fait de ses membres. Je pense qu'elle pensait aux 5 membres d'un homme, parce que donc pourquoi dur au mal et bien fait de ses membres? Parce que les hommes faisaient sans arrêt la guerre, j'en ai connu 2, les hommes faisaient sans arrêt la guerre, il y avait des bagarres entre clans incessantes, et les femmes étaient consacrées à faire des enfants et à servir le mari et les enfants pour fabriquer du social, pour fabriquer des structures sociales. Donc ces cours d'amour-là ont vraiment été révolutionnaires. Et puis le mot attachement est apparu en 1951. Et s'il est daté, c'est parce que mon maître John Bowlby, qui était président de la Société britannique de psychanalyse, John Bowlby, l'organisme mondial de la santé demande à mon maître John Bowlby d'expliquer pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des millions d'orphelins sur la planète, et que les garçons, plus que les filles,
était devenue d'une violence stupéfiante. C'est-à-dire qu'ils étaient orphelins, le garçon qui n'était pas violent mourait, les filles qui n'étaient pas prises en charge dans une famille mouraient, c'est-à-dire que la violence, après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu 60 millions de morts, il y a forcément des historiens dans la salle, certains me disent plus, moi j'ai lu 60 millions de morts, ce qui est quand même pas mal, et il y avait des millions d'orphelins sur la planète. Et ces enfants-là, ces garçons, ne pouvaient survivre que par le vol, par la délinquance. C'est-à-dire, j'ai eu des relations amicales et Stanislas Tomkiewicz, qui a travaillé avec nous dès le début de nos travaux sur la résilience, il est né à Varsovie en 1936 et il est mis dans le ghetto de Varsovie et emmuré, où les 500 000 juifs emmurés sont morts, et il est mis dans le ghetto, et les hommes adultes enlèvent une pierre du ghetto, mais ils étaient trop gros pour passer. Donc les petits garçons, Stanislas était un petit garçon très maigre, quand je l'ai connu, il est resté très maigre, sortaient par le trou du mur et entraient dans les maisons pour voler, ou se groupaient entre clans de petits garçons pour attaquer les gens tout seuls, ou pour vendre des allumettes. Ils vendaient des allumettes et quand les gens s'inclinaient pour acheter un paquet d'allumettes, le portefeuille disparaissait. Et quand ces petits garçons rentraient dans le ghetto, les parents les embrassaient et les félicitaient parce que grâce à leur vol, ils avaient eu un jour ou deux d'espérance de vie supplémentaire. Donc quand je dis que la violence, parfois dans certaines circonstances, la violence est civilisatrice, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous voyez que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est tragiquement vrai. Alors, l'idéal, donc, John Bowlby fait une enquête, très excellente enquête, qui a été publiée et qui a un succès international parce que tous les pays souffraient de la violence des garçons. Et il y a un succès international, mais John Bowlby, qui était président de la Société britannique de psychanalyse, et les psychanalystes ont joué un très grand rôle dans le début des travaux, dans l'impulsion des travaux sur la résilience. René Spitz et Anna Freud, la fille de papa, font des travaux sur l'anaclétisme. Étonnement, ils ne comprennent pas pourquoi des enfants sains, lorsqu'ils sont privés d'entourage affectif, ne mangent pas, ne boivent pas et se laissent mourir. Ils sont sains, ils meurent, qu'est-ce qui se passe? 1943. Spitz, Anna Freud, Germaine Gex, beaucoup Dorothy Berlam, beaucoup d'autres psychanalystes soulèvent le problème mais n'avaient pas le moyen de résoudre le problème. Ils n'avaient pas les marqueurs dont on dispose aujourd'hui et ils n'avaient surtout pas les marqueurs neurobiologiques et surtout la neuroimagerie qui vient d'apparaître on va dire, il y a 15 ou 20 ans. Donc ils avaient constaté cliniquement quelque chose qu'ils ne savaient pas expliquer. Et pourtant, John Bowlby fait un rapport magnifique, mais il lui donne un titre tragique. Il dit « ces garçons sont violents par carence en soins maternels ». Ce qui était très mal formulé. Aujourd'hui, très rapidement, on a dit « ces garçons sont violents par carence affective ». Mais si la mère est morte, comment elle fait pour donner de l'affectivité? Si la mère est malade, comment elle fait? Si la famille est détruite, puisque c'est des orphelins, la famille est détruite, comment ils font? Donc ça veut dire que Bowlby, mon maître, avait mal formulé le titre, et Margaret Mead, un grand nom de l'anthropologie que vous connaissez sûrement, Margaret Mead, que j'ai rencontrée, qui était une femme costaude. Quand elle pensait quelque chose, elle le disait. Et physiquement, elle était plus proche des piliers de rugby que des trois quarts. Donc, elle vole dans les plumes
de John Bowlby, et elle dit les enfants n'ont pas besoin d'affection pour se développer, c'est une invention des hommes pour empêcher les femmes de travailler. Margaret Mead, 1958. Donc quand on n'a pas, les mots n'apparaissent que quand on en a besoin. Et quand ils apparaissent, ils désignent mal, ils sont mal formulés, ils désignent mal l'objet de la réflexion. Donc au début, ils tâtonnent et il faut petit à petit se réunir, se disputer, être d'accord, ne pas être d'accord. Et petit à petit, il faut préciser les mots, ce qu'on va faire pendant les 5 heures que vous m'avez accordées. Ah, elle me fait signe 4 seulement, d'accord. Donc, 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 le mot attachement, alors John Bowlby dit, on va expliquer cette catastrophe humaine et on va lui désigner un mot du quotidien, je souligne un mot du quotidien, pour expliquer le comportement violent, mais de survie de ces garçons sans famille, sans affection. Alors là, les travaux ont commencé et d'emblée, ça a eu un succès international. Et comme je viens de vous le dire, petit à petit, le concept s'est précisé et on a, comme on le fait toujours en science, hein, la clinique, c'est pas tout à fait la science, hein, parce que dans un laboratoire, on peut mettre au point un objet de science. Mais quand j'ai été praticien, quand quelqu'un s'asseyait près de moi, c'était pas un objet de science, c'était une personne avec son histoire, sa famille, ses croyances, sa religion, son contexte. Donc c'était pas un objet de science. Je ne pouvais pas manipuler cette personne pour voir ce que ça allait donner. Pas... Donc c'est un savoir qui n'exclut pas bien sûr le savoir des scientifiques, le savoir du laboratoire, mais c'est un peu différent. Alors il y a eu énormément de travaux et là les travaux se sont organisés. Et le mot résilience d'emblée est apparu, mais c'est Emmy Werner, c'est les agronomes qui employaient le mot résilience à propos des fleurs. C'est-à-dire qu'ils disaient un sol est résilient quand après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais pas comme avant. Elle est belle, elle est saine, mais c'est pas comme avant. Et ils ont désigné ce mot, ce concept par le mot résilience. Et Amy Werner est partie à Hawaï et elle avait payé par par Miami, par son université à Miami, et elle s'occupe de 700 enfants. Puis les fonds sont coupés, elle doit abandonner les enfants à la rue, pas de famille, violence de la rue, délinquance probablement, pas d'école, pas de famille, et les fonds sont coupés, elle doit rentrer dans son université. 30 ans après, on lui redonne des fonds, et elle décide de retrouver ses 700 enfants. Elle en retrouve 200. Comme on pouvait s'y attendre, 72% sont fracassés. Pas d'école, pas de famille, pas d'affection, comment voulez-vous qu'on ne soit pas fracassé? Donc 60, mais surprise, 28% de ces enfants ont appris à lire et à écrire sans école, ont appris un métier, ils se débrouillent plus ou moins bien, et ils ne sont pas plus névrosés que votre serviteur. Ça reste entre nous. Hein, donc ça veut dire que, surprise, et Amy Werner en parle à Michael Rutter, qui est un professeur à Londres, avec qui j'ai eu la chance de travailler, et Michael Rutter lui dit, il faut s'occuper bien sûr de ces jeunes adultes fracassés, mais ces enfants qui s'en sont sortis, alors que logiquement ils auraient dû être fracassés aussi, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu les aider à s'en sortir, et ça a été le point de départ des travaux sur la résilience. Donc on soulève à ce moment-là un concept, une notion plutôt inattendue, l'amour est important dans les relations humaines, et un autre affect qui n'est pas l'amour, l'attachement, est aussi important dans la relation humaine, et pourtant c'est pas la même manière d'aimer. Et d'ailleurs on dit on tombe amoureux, personne ne dit on tombe attaché. On tombe amoureux et on tisse le lien de l'attachement
au jour le jour. C'est pas du tout le même concept. Je reprendrai ça tout à l'heure avec la neuroimagerie. Alors, l'amour, effectivement, alors là maintenant, on va rentrer dans le mot est à peu près précis, on va le préciser. Le mot amour désigne une intensité subite. On n'y s'y attend pas, on se promène, on est gare Saint-Lazare ou on est à la gare de Saint-Roch, il y a des milliers de femmes qui passent, et puis tout d'un coup, boum, il y en a une, ah, c'est elle. C'est mystérieux ça quand même. Pourquoi elle alors que j'en ai croisé 1000 ce matin? Eh ben non, celle-là elle n'est pas comme les autres, c'est elle, c'est pas une autre. Et ce qui est aussi mystérieux, c'est pourquoi il y a une symétrie dans le coup de foudre. Pourquoi est-ce qu'on tombe, on tombe amoureux d'un seul coup ensemble? Ah, c'est lui, c'est pas un autre. C'est mystérieux ça. Et quand on parle avec les étudiants qui tombent amoureux, il n'y a pas que les étudiants qui tombent amoureux, mais enfin nous on avait à portée de la main, les étudiants on les a amortis. Hein. Donc quand on, quand on tombe amoureux, soudainement on tombe amoureux, c'est le coup de foudre. Et c'est bien nommé le coup. Pourquoi un coup? C'est que j'étais bien avant elle, j'étais comme ça, je m'étais engourdi par la routine, et toc, je suis réveillé par un éclair, ah, c'est elle. Et le coup de foudre, mais le coup de foudre, c'est bien nommé, c'est un coup. C'est pas forcément, ça dure pas. Alors quand j'étais praticien, j'ai eu à entendre plusieurs coups de foudre, je vais vous en raconter qu'un ou deux pour illustrer l'idée que c'est un coup. C'est merveilleux, mais c'est un coup. Elle part au sport d'hiver, on va dire 10 jours, 15 jours, je sais pas, j'ai oublié. Elle part au sport d'hiver lorsque soudain, le ciel est bleu, la neige est blanche et tout d'un coup, le héros apparaît. Il est bronzé, il est musclé, il skie, il est élégant sur ses planches, il skie, mais ah, qu'il est beau, c'est lui, c'est pas un autre. Donc lui, il se rend bien compte que elle n'est pas indifférente à son charme, et il passe une semaine, on va dire une semaine absolument intime et délicieuse, au point que ils décident de vivre ensemble, et elle rentre à Paris, et elle lui donne rendez-vous à la gare de Lyon pour aller le chercher. Mais elle va chercher le gars qui descend du train, c'est plus le héros des pistes. Le gars qui descend du train, il est mal fringué. C'est pas du tout le gars dont elle est tombée amoureuse. Et elle fait demi-tour sans lui dire bonjour. Alors vraiment, ça c'est le coup de fou. Des exemples comme ça, la vie est folle. Hein. La vie nous invente des situations incroyables. Et donc la vie est folle et des coups de foudre comme ça. Alors bien sûr, il y a Roméo et Juliette, c'est le coup de foudre qui se termine mal parce que les amoureux sont seuls au monde, c'est-à-dire que lorsque Roméo et Juliette tombent amoureux, je crois qu'ils ont 14 et 13 ans ou un truc comme ça, ils sont très jeunes. Ça arrive, hein, les coups de foudre. Les petits garçons, demain à Marseille, je vais rencontrer quelqu'un qui a fait la première thèse sur le sentiment amoureux. Les petits garçons prépubères sont beaucoup plus amoureux que les filles. Ils tombent amoureux de copines de classe ou de voisines plus que les filles. Il n'y a pas de désir sexuel. Elle est merveilleuse, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas l'exprimer. C'est pas connoté de sexualité. C'est l'amour. Ça existe, hein. L'amour de Dieu, il n'y a pas de sexualité théoriquement. Quoique Marie-Thérèse, elle était un peu coquine quand même. Hein, mais à part Marie-Thérèse, il n'y a pas forcément de sexualité. Enfin, quand il y a la sexualité, ça n'ennuie pas les gens forcément. Hein. Mais donc, ils tombaient amoureux, et c'est donc très différent de tisser le lien quotidien de l'attachement. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché ». Et là,
si on passe d'un coup de foudre, d'une émotion intense au tissage du lien quotidien, là ça fait des couples heureux et durables. Donc à condition qu'on puisse associer les deux, et c'est pas du tout la même méthode pour associer les deux. Alors, quand Roméo et Juliette sont tombés amoureux, ils se sont coupés du monde social, ils se sont complètement isolés. Ils se foutaient de la haine des Montaigu et des Capulet. Ils s'en foutaient éperdument. Ils étaient complètement désocialisés puisqu'ils tombaient amoureux, alors que le lien d'attachement, alors là, ce que je vais dire, il y a des milliers, des dizaines de milliers de publications sur la théorie de l'attachement actuellement, qui est enseignée maintenant dans toutes les universités. Et j'ai appris tout à l'heure par une interne du CHU qui est peut-être dans la salle, elle m'a dit que actuellement c'était les théories de l'attachement étaient les plus enseignées en psychologie. Alors, parce que ce sont des théories de praticiens. On n'exclut pas la science, mais l'objet qui s'assoit près de nous n'est pas un objet de science. C'est un objet hétérogène, fait d'un corps, d'un cerveau, d'une histoire, d'une croyance, d'un contexte familial, d'un contexte social. Alors que dans un laboratoire, on peut isoler. On isole pour choisir ce qu'on appelle un item, une caractéristique. On fait des séries de façon à pouvoir traiter statistiquement. Quand j'étais praticien et que quelqu'un s'asseyait près de moi, je ne pouvais pas en faire une série statistique. Mais je pouvais tenir compte des travaux des scientifiques, que je pouvais valider, pas toujours. Parfois les cliniciens invalident des travaux scientifiques qui sont pertinents dans un laboratoire et totalement non pertinents sur le terrain de la clinique. Il y a la lobotomie, c'est l'exemple que je cite en exemple tout le temps, c'est une découverte scientifique tragique qui a été faite en 1949, qui a eu le prix Nobel de médecine en 1949 et qui consistait à couper un morceau du lobe préfrontal quand les gens étaient anxieux. C'est une intervention très facile à faire. Hein. Si ça vous intéresse, je peux vous apprendre si vous avez l'occasion si quelqu'un vous casse les pieds, ça peut être utile. Hein. Donc c'est rentré. Ça a été nobélisé. Et c'est facile à faire. Il y a une échancrure qui est là, au-dessus de l'orbite. Près du nez, il y a une échancrure que vous pouvez palper. Vous prenez une aiguille à tricoter, tac, vous rentrez là-dedans, vous arrivez à la face inférieure du crâne, vous forcez un petit peu, pas trop, l'os est spongieux, vous arrivez à la face inférieure du lobe préfrontal, vous bougez l'aiguille à tricoter pour labourer les deux lobes préfrontaux, et le malade va mieux. C'est-à-dire que il a plus le lobe préfrontal. Le lobe préfrontal, c'est le socle neurologique de l'anticipation. Il ne peut plus avoir d'angoisse. Il ne peut plus anticiper la mort. Il ne peut plus anticiper elle va me quitter. Il ne peut plus anticiper je vais être collé à mon examen. Heureux. C'est-à-dire que ça a été nobélisé. Vous vous rendez compte? Alors, et les praticiens dont j'étais, on disait, mais c'est pas un traitement, c'est un crime. C'est considéré comme un crime maintenant. Mais ça a été nobélisé. Alors, il y a d'autres exemples qui montrent que la science est nécessaire, mais il faut qu'il y ait des comités d'éthique, sinon la science peut délirer. Délirer, c'est déprivatif, l'IRA, le sol, le sillon sur la terre. Délirer, c'est pas forcément psychotique. Hein. C'est délirer, c'est dire des choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Hein. Donc délirer, si vous ne me croyez pas, allumez la télévision ce soir et écoutez les débats politiques. Vous allez voir. Vous allez voir qu'on peut très bien ne pas être psychotique et délirer comme un balai. Alors, donc, l'attachement se tisse au quotidien alors que l'amour désocialise. On est amoureux. On est amoureux, mais comment elle s'appelle? Oh, je sais pas.
Tu la connais pas? Non, non, je l'ai croisée à la gare tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Oh, je sais pas. Mais tu es amoureux d'elle? Ah oui, je peux plus dormir, j'ai pas pu dormir cette nuit, je pensais à elle sans arrêt, j'ai pas pu dormir. Mais comment elle vit? Oh, je sais pas, je l'ai jamais rencontrée. Si c'est pas délirant, ça. C'est-à-dire que les psychanalystes disent que l'amour, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est c'est bien dit, c'est bien. Mais si ça doit, pour que ce soit fertile, ce coup de foudre, c'est magique, c'est merveilleux, quand c'est relayé par le tissage du lien de l'attachement. Et là, on est dans le quotidien. Le petit déjeuner, pas toujours glorieux, hein, quand on se réveille trop tôt, l'attention à l'autre, les projets partagés, les conflits inévitables, les désaccords inévitables. Alors, c'est que la manière de s'exprimer, tout ça, je vais le reprendre tout à l'heure. Et là, le lien se tisse. C'est une autre manière d'aimer, plus intime, plus profonde, plus durable. Donc, quand les deux sont associés, c'est parfait. Mais alors, donc, on a vu donc se mettre en place progressivement des recherches, surtout après John Bowlby, on a vu se mettre en place des milliers, des dizaines de milliers de recherches sur l'attachement. Alors l'attachement, c'est un concept clinique, mais maintenant c'est un concept scientifique aussi, puisque on peut doser les hormones du stress, et surtout maintenant on peut faire des neuroimageries, c'est-à-dire que depuis 15 ou 20 ans, il y a des neuroimageries fonctionnelles qui montrent que le cerveau ne fonctionne pas de la même manière quand on est amoureux ou quand on est attaché. C'est pas le même fonctionnement. Et surtout, ce qui est l'amour nous frappe, on s'y attend pas, alors que l'attachement se tisse au quotidien et qu'on voit on photographie, on filme les modifications de fonction du cerveau quand le couple fonctionne bien. Je vais en reparler tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit que ce sentiment, cette émotion intense sculpte le cerveau. Alors, comment le cerveau est sculpté par l'amour? Là, on le voit sans difficulté, aucune difficulté. C'est ce qu'on appelle en neurologie le faisceau de la récompense. Je suis si bien avec elle, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais je suis si bien avec elle que amour toujours, on sera toujours amoureux. Et quand on voit à ce moment-là, les étudiants, vous voulez bien faire une neuroimagerie, c'est absolument pas toxique, hein, puisque la casserole qu'on met autour de la tête recueille les zones cérébrales qui dégagent de la chaleur. Donc c'est pas toxique, c'est le cerveau, les cellules neuronales qui dégradent du glucose, le travail de dégradation du glucose dégage de la chaleur, et on voit un capteur qui montre comment les zones cérébrales chauffent à certains endroits et s'éteignent à d'autres endroits. Et là, les étudiants, et tous les étudiants amoureux à qui on a fait une neuroimagerie, avaient le median forebrain bundle, la bandelette inférieure qui va vers le lobe préfrontal, qui flambait et qui passait au rouge. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le faisceau de la récompense. C'est-à-dire que ces neurones stimulés par une émotion, c'est elle est merveilleuse. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la femme de ma vie. On entend, ou on a dit, ou on a pensé des choses comme ça. Hein. Donc, et on voit à ce moment-là, si on vous avait fait une neuroimagerie à ce moment-là, on aurait vu votre faisceau de la récompense passer au rouge et on aurait vu votre cerveau de la punition s'éteindre complètement. Une émotion est tellement forte que vous êtes en extase amoureuse. Cette extase est délicieuse, c'est un événement extraordinaire qui frôle l'angoisse à cause de son intensité. Tellement c'est intense, et il y a des gens qui, quand ils tombent amoureux, ont des angoisses très difficiles à supporter.
Donc chacun réagit à sa manière selon son propre développement. C'est-à-dire que on voit comment le cerveau fonctionne différemment parce qu'une rencontre a réveillé en nous une mémoire enfouie qui allume le cerveau de la récompense et éteint le cerveau de la punition. Alors si j'ai dit ça, c'est parce que Descartes, j'avais lu j'avais entendu quand j'étais étudiant dire que Descartes était séduit par les femmes qui louchaient. Et j'arrivais pas à trouver l'archive. Je suis tombé dans une revue de philosophie par hasard dessus, je l'ai noté en bas de page dans mon livre, et en effet, Descartes raconte, il dit, je sais pas pourquoi, mais alors le mot à l'époque de Descartes, c'était une loucherie, c'est pas très joli. Hein. Je suis attiré par les femmes qui ont une loucherie dans l'œil. Bon, c'est des femmes qui ont une coquetterie. Il disait, je comprends pas pourquoi. Et c'est quelqu'un, un ami, c'est un proche de sa famille, qui lui a dit, mais quand tu étais enfant, quand tu étais bébé, tu avais une nourrice qui louchait et que tu aimais beaucoup, et dès qu'elle était là, tu étais sécurisé. Quand elle n'était pas là, tu l'espérais, tu l'attendais, tu n'étais pas bien. Dès qu'elle arrivait, tu étais bien. Et ça, probablement sur le plan, à coup sûr, sur le plan neurologique, ce que la loucherie féminine, c'est-à-dire une petite coquetterie dans l'œil, avait laissé une trace dans la mémoire de Descartes, du cerveau du petit Descartes, et quand un jour, chaque fois qu'il croisait une femme qui avait une petite coquetterie dans l'œil, oh qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est mignonne, c'est-à-dire parce que ce qu'il voyait évoquait un moment de bonheur qui était tracé neurologiquement dans son cerveau. Donc il y avait un déterminisme relationnel. Alors là, un scientifique, pour tenir un raisonnement comme ça, il ne peut pas. C'est une relation enfouie dans sa mémoire, qui répétée, on va dire 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, réveille une trace enfouie qui fait que je tombe amoureux de celle-là et pas d'une autre. Alors que l'attachement, c'est totalement différent. C'est que l'attachement, alors là c'est une fille, une londonienne qui a fait des neuroimageries absolument passionnantes. Elle a comparé des chauffeurs de taxi londoniens avec les chauffeurs de bus. Et elle a eu cette idée géniale de leur demander de faire... Les chauffeurs de taxi doivent passer une licence. Et est-ce que, monsieur chauffeur de taxi, est-ce que vous acceptez qu'on vous fasse une neuroimagerie avant votre licence et on vous fera une neuroimagerie quelques mois après votre engagement professionnel? Monsieur, madame, le chauffeur de bus, est-ce que vous acceptez qu'on vous fasse une neuroimagerie avant et après? Résultat des courses, elle a fait une population de manière très solide. Le fait d'être clinicien, on ne dit pas n'importe quoi, mais c'est pas la même méthode que les scientifiques. Même travail chez les conducteurs de bus, quelques mois plus tard, le cerveau limbique, c'est-à-dire le circuit de la mémoire et des émotions chez les chauffeurs de taxi était multiplié par 3 ou 4, alors que le cerveau des conducteurs de bus n'avait pas changé. Le circuit limbique n'avait pas changé. Pourquoi? C'est que les chauffeurs de taxi, tous les jours avaient des petits problèmes à résoudre. Il y a un embouteillage là, je vais passer là. Là, il y a des travaux là, je vais passer là. Ah, vous allez à tel endroit. Tous les jours, ils avaient un travail de la mémoire à faire pour résoudre les problèmes, alors que les chauffeurs de bus, tac, je m'arrête, je repars, tac, je m'arrête. Et d'ailleurs, à l'époque où les chauffeurs de bus étaient les chevaux partaient et s'arrêtaient. Il n'y avait pas de sonnette, on ne sonnait pas pour que le cheval s'arrête. Il s'arrêtait à la station de bus et puis il repartait et il s'arrêtait à la station suivante. Le circuit limbique de la mémoire et des émotions était hypertrophié chez les conducteurs qui avaient eu un effort à faire
alors qu'il n'avait pas changé chez les conducteurs qui n'avaient pas eu d'effort à faire. Donc tous les gens qui sont dans la salle, savent que vivre en couple, c'est un effort à faire tous les jours. Donc, donc si on vous fait une neuroimagerie, vous devez tous avoir un circuit olympique avec des neurones hypertrophiés. Mais parce que la vie quotidienne d'un couple est faite de problèmes tous les quotidiens à résoudre. Ah, elle a encore oublié d'acheter ça. Ah, il est encore en retard. Je l'avais, enfin, vous connaissez quoi, la vie quotidienne quoi. Les petites crispations et solutions de la vie quotidienne. Or, j'ai pas regardé, j'ai regardé l'heure, mais j'ai oublié l'heure que j'avais regardée. Donc, quelqu'un m'insulte 10 minutes avant la fin pour que j'arrive. Bon, ben, vous m'insulterez 5 minutes avant la fin. Pour que je... Alors, donc cette distinction que je vous propose, c'est que les bébés, les enfants, ont tous un problème à résoudre, c'est le départ de maman, le départ de la figure d'attachement. Elle n'est pas toujours là, et elle doit ne pas être toujours là. Mais moi, bébé, de quelques années, moi, bébé préverbal ou bébé verbal, après, on va dire 4, 5, 6 ans, je suis bien, j'ai peur du monde, je ne sais pas comment on vit, j'ai besoin que quelqu'un soit autour de moi pour me sécuriser, me dire comment on vit. Si maman, à la rigueur papa ou la nounou est là, j'ai pas peur. C'est la mère est la figure d'attachement primordiale, prioritaire, puisque c'est elle qui a porté l'enfant, ou c'est elle qui l'a adopté, qui a marqué les premières empreintes dans l'enfant. Mais elle doit s'absenter. Il faut qu'elle s'absente pour le travail, pour sa toilette, pour le répit. Et à ce moment-là, l'enfant qui n'est pas encore autonome, et encore moins indépendant socialement, l'enfant se retrouve seul. Mais il a dans sa mémoire une figure d'attachement. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est seul, et qu'il a, on va dire, 6 ans? Il prend un papier, une feuille de crayon, et il fait un bonhomme tétard, ou il fait un dessin. Et plus tard, quand il saura écrire, il va faire un cœur, maman, je t'aime. Qu'est-ce que c'est que cette petite œuvre d'art? Cette petite œuvre d'art, ça lui permet de supporter l'absence de maman. La perte, l'absence de maman, qui provoquerait une angoisse durable si l'enfant n'avait pas ce talent de créateur, de dessiner, de mettre des mots, des cœurs, des bonhommes tétards, des bateaux, etc. Le fait que l'enfant soit capable de faire une œuvre d'art, en l'absence de maman, lui permet de supporter l'absence de maman. Je suis en train de préparer ma conclusion, c'est que tous dans cette salle, on doit un jour ou l'autre affronter la mort ou l'idée de la mort. Tous dans cette salle, on a perdu quelqu'un qu'on aimait. Nos parents ou un ami, tous. C'est-à-dire qu'on a tous ce travail à faire. La perte, le manque, la mort, contraint à donner sens à la vie et contraint à la créativité. C'est-à-dire que comme l'enfant de 6 ans, j'ai un ami très proche qui a perdu sa femme il y a quelques mois, qui était une de mes amies très proches aussi. On avait fait toute notre aventure sociale en se côtoyant beaucoup. Et pour lui, c'est le déchirement de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des photos partout, il va sur sa tombe tous les jours, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle. Il sait consciemment qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là dans le réel, mais elle est là dans sa mémoire,
Et elle est là dans son cœur, il aime encore quelqu'un qui n'est plus là dans le réel. Elle n'est morte que dans le réel. Dans la représentation du réel, les photos, la mémoire, les objets qu'elle aimait, la visite quotidienne, je pense que ça va se passer, mais pour l'instant, il va tous les jours sur sa tombe et il lui raconte. Alors je ne sais pas ce qu'il lui raconte, mais je suis convaincu qu'il lui raconte la vie quotidienne. J'ai, le boucher machin m'a encore vendu une saucisse avariée, le pain de... Enfin, j'en sais rien. Je suis convaincu qu'il lui parle encore de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il tisse encore avec elle un lien d'attachement. C'est pas l'amour. Il l'a fait vivre encore. Elle est plus là. Elle n'est morte que dans le réel. Et lui, il l'a fait vivre encore dans la représentation du réel, comme l'enfant qui supporte le départ de maman en faisant un cœur, un dessin, et en anticipant, quand maman va revenir, je vais lui offrir mon œuvre d'art, et on va s'embrasser, ça va être une fête affective merveilleuse. Donc mon ami, il a mon âge, hein, mais mon ami fait le même processus que l'enfant qui crée pour supporter le manque, pour supporter l'absence. Donc c'est l'opposé, c'est très différent du coup de foudre. Et lorsque un enfant est bien développé, alors les publications sur l'attachement maintenant c'est des dizaines de milliers de congrès, de livres, c'est enseigné dans toutes les universités. Or, dans une population en paix, on sait que quand tout se passe suffisamment bien, il y a toujours des problèmes à régler, il y a même toujours les épreuves de la vie, il n'y a pas de vie sans épreuves. Mais si on peut les affronter, on doit les affronter. Dans un pays en paix, à l'âge de 10-12 mois, 70% des enfants ont acquis ce qu'on appelle un attachement sécure. C'est-à-dire, on a gardé l'anglicisme parce que sécure, c'est pas sécurisé. Moi, bébé de 12 mois, je suis sécurisé si ma mère est là, près de moi. Je suis sécure si ma mère s'en va et qu'elle reste là. Elle m'a donné confiance en moi, je sais qu'elle va revenir, elle est là, j'ai acquis un attachement sécure, elle m'a donné confiance en moi. Donc sécure, c'est pas sécurisé. Je peux supporter son absence puisque j'ai confiance en elle, donc j'ai confiance en moi, je sais qu'elle va revenir et je vais préparer une petite fête. Alors que il y a 20% d'attachement évitant, c'est pas pathologique, hein, c'est des enfants qui sont timides, qui sont plus réservés, qui se mettent, c'est pas pathologique, mais ils s'expriment moins intensément. C'est des enfants souvent quand il y a une réunion, ils se mettent sur le côté, ils s'imposent pas. 15% sont des attachements ambivalents, c'est pas pathologique non plus, mais ça veut dire que quand la mère s'absente et qu'elle revient, les enfants se jettent dans les bras de la mère parce que la figure d'attachement est revenue, ils lui font une bise et ils lui tapent dessus et ils lui reprochent d'être parti. On appelle ça des attachements ambivalents, mais 5% des enfants, et là ça devient inquiétant, 5% des enfants dans un pays en paix ont acquis un attachement désorganisé, on ne les comprend pas. Alors parfois l'attachement, ils viennent vers nous puis ils nous agressent, ou ils viennent vers nous et puis ils vont s'auto-agresser. Ils nous sourient puis ils se mettent à pleurer. Qu'est-ce qu'ils font? On ne comprend pas. Le code comportemental de ces enfants, on ne les comprend pas. Et puis, là, il faut s'en occuper, c'est des enfants en difficulté avec une majorité de petits garçons. Majorité, 5% de ces enfants sont désorganisés contre 0,8% des filles. Pourquoi? Je ne sais pas. On peut faire des hypothèses, mais on n'a pas encore de réponse. Enfin, moi, je n'ai pas encore de réponse claire. Donc déjà, il y a une inégalité de réaction affective. Mais dans les pays en guerre, ou récemment en Ukraine,
les mêmes évaluations ont été faites, alors que ces évaluations ont été faites dans des dizaines de pays et ont donné à peu près les résultats que je viens de vous dire, c'est des styles d'attachement, ce que je viens de vous décrire. C'est des manières d'aimer. C'est pas des coups de foudre, c'est pas l'amour, c'est des manières d'aimer au quotidien. Mais c'est pas l'amour. Mais c'est très important, puisque tout à l'heure je disais, l'amour désocialise, hein, Roméo et Juliette se foutent de la guerre qu'ils vont provoquer chez les Montaigu et les Capulet, ce qui compte c'est leur amour. L'amour désocialise, isole, l'amour toujours. Les amoureux sont seuls au monde. Alors que l'attachement, au contraire, socialise. Elle m'a donné, ma mère, mon épouse, elle m'a donné ma compagne, elle m'a donné tellement confiance en moi que je peux partir travailler, je peux la quitter, je suis en totale sécurité avec elle, je peux la quitter, on se retrouvera ce soir, on aura des tas de choses à se raconter et bien sûr des problèmes à résoudre. Parce que vous savez, la devise de mon maître en philosophie, Lucky Luke, qui est un grand philosophe, et Lucky Luke dit le mariage, ça consiste à se mettre à deux pour résoudre les problèmes qu'on n'aurait jamais eus si on était resté seul. Donc c'est la sagesse des bandes dessinées hein, quand même. Donc c'est pas du tout la même émotion. Les deux sont merveilleuses quand on peut les associer. Mais, on peut y travailler, comme le chauffeur de taxi londonien. Quand on y travaille, on hypertrophie les circuits de la mémoire et on apprend à aimer au quotidien quelqu'un avec qui on rêvait de faire sa vie et on fait sa vie. Et on voit que dans les couples âgés, quand les couples âgés qui tiennent mieux le coup que les âgés solitaires. Les couples âgés prennent moins de médicaments, sont moins anxieux, ont une espérance de vie plus longue et ont une vie quotidienne plus agréable que les âgés solitaires qui ont plus de maladies, prennent plus de médicaments et ont une espérance de vie moins longue. Donc ça veut dire que le fait d'être en couple enlève le stress, alors que les moments de stress, ça manque pas dans les couples. Hein. Mais quand c'est un couple durable, ben ça finit par imprégner, modifier le fonctionnement du système limbique et donner confiance aux partenaires du couple. Alors il y a donc le même raisonnement pour les enfants aussi. Les attachements sécures, lorsqu'ils deviennent adolescents, ils apprennent à aimer maman, papa, la grande sœur, le foyer. Mon maître John Bowlby disait la structure familiale la plus sécurisante, c'est la structure familiale à 6 à 8 figures d'attachement. Il a publié ça en 1950. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de structure familiale avec 6-8 figures d'attachement. Aujourd'hui, quand il y a deux personnes, on trouve que c'est pas mal, parce qu'il y a un problème posé par notre culture moderne, c'est que les femmes s'épanouissent en Occident mieux que jamais, mais elles sont aussi seules plus que jamais. Donc là, et que l'angoisse, la solitude, c'est une agression neurologique. Et si je dis ça, c'est pas une vue de l'esprit. Quand j'ai travaillé à Bucarest, à l'époque, après la chute du mur de Ceausescu, après la chute du mur, il y avait presque 200 000 enfants qui avaient été placés en isolement sensoriel effrayant. Personne ne leur parlait. Alors il y a les Roumains qui avaient des orphelinats se sont très bien occupés des enfants, mais Ceausescu obligeait les femmes à travailler 14 heures par jour, pas le droit de prendre la pilule, pas de droit d'avorter, 14 heures par jour, rien pour s'occuper des bébés qu'elles mettaient au monde. Elles étaient obligées, surveillées pour mettre des enfants au monde, et il n'y avait rien pour s'en occuper. Alors quand il y avait des orphelinats, les enfants les Roumains ont bien fait leur travail, mais dans ces hangars que j'ai vus, là il y avait des enfants étaient monstrueux, je suis triste de dire ce mot, mais ils étaient monstrueux, ils parlaient pas.
Ils ne faisaient que se balancer, ils puaient, ils n'étaient pas lavés. Ils puaient, ils faisaient que se balancer. Et quand j'ai obtenu des scanners de ville, ils avaient tous une atrophie fronto-limbique. Tous. Et si ça intéresse des gens dans la salle, Nelson et Zena, Z-E-A-N-A-H, ont publié en anglais des livres magnifiques avec les images et les commentaires qui montrent que la carence affective est une agression cérébrale grave. Donc maintenant on a les photos, on a les photos et on voit ce que Spitz et Anna Freud avaient déjà écrit en 1943, mais ils n'avaient pas le moyen de le prouver. C'est que dès qu'on fournit un substitut affectif à ces enfants, anaclytiques, qui se laissent mourir de faim et de soif alors qu'ils sont sains, l'anaclytisme, l'hospitalisme, ces enfants qui se laissent mourir alors qu'ils sont sains, ils se laissent mourir parce qu'il n'y a personne à aimer. Donc, et que l'affectivité, c'est une stimulation cérébrale. J'ai écrit un livre que j'ai intitulé Les nourritures affectives. C'est pas une vue de l'esprit, ça stimule les neurones. Et quand on propose un substitut affectif à ces enfants, on voit se reconstruire combien de temps 5 minutes. Mais j'ai pas fini mon introduction. Quand on propose à ces enfants un substitut affectif, on voit se reconstruire très rapidement, on voit se reconstruire les neurones, les circuits altérés par la privation affective. La plasticité cérébrale est tellement grande qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur le cerveau des enfants. On a un degré de liberté, l'éducation, les relations affectives, s'entraîner, travailler aux relations affectives. Donc si on ne le fait pas, on peut ne pas le faire, mais dans ce cas-là, on a aussi un degré de responsabilité. Je disais tout à l'heure que la culture agit parce que sur le fonctionnement cérébral, parce que les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure ont été refaits récemment en Ukraine. C'est pas 70% d'enfants sécures, c'est 40 à 50% selon l'intensité de la guerre. C'est pas 5% d'attachement désorganisé, c'est 20 à 25% d'attachement désorganisé. Donc on peut affirmer que les guerres qui actuellement réapparaissent sont des fabriques de psychopathes, surtout chez les garçons beaucoup plus que chez les filles, et ces troubles psycho-affectifs de garçons vont se transmettre pendant plusieurs générations. C'est la théorie de l'épigenèse, c'est-à-dire que quand la mère ou le père ont une altération existentielle dans leur existence, ça modifie la manière dont leurs cellules fonctionnent et ça transmet quelque chose de biologique aux enfants qu'on met au monde. C'est-à-dire que maintenant on peut affirmer que les guerres sont des fabriques de psychopathes qui vont se transmettre à travers... Alors les publications disent 5, 6, 7 générations. Je crois que c'était vrai à l'époque où on n'avait pas compris ce que je suis en train de vous proposer, mais maintenant on voit que les enfants mis au monde parce que la mère a été blessée ou parce que le père a été traumatisé, ces enfants sont altérés. Mais alors là j'ai travaillé à Tel Aviv avec Shaul Harel, et il avait fait une population de 170 femmes enceintes palestiniennes et israéliennes qui consultaient parce que les Palestiniens il paraît qu'ils font encore des études dans les hôpitaux israéliens, je les ai vus internes dans les hôpitaux israéliens, ils ont une carrière et des bourses d'études. Donc j'ai vu, mais maintenant, dès que 170 femmes enceintes consultées d'elles-mêmes pour syndrome psychotraumatique,
Elles ont mis au monde 170 bébés qui avaient les altérations fronto-limbiques que je vous ai décrites tout à l'heure, mais les psychologues, les psychiatres, la famille, les peintres, les copains ont entouré ces femmes. Je faisais les électroencéphalogrammes de ces enfants. Une nuit ou deux après que la mère soit sécurisée, l'électroencéphalogramme de l'enfant redevenait normal pour l'âge. Ceux qui ont fait, donc, la plasticité cérébrale est telle que la résilience neuronale est très facile à déclencher. Alors voilà, je vais terminer en disant que donc on sait ce qu'il faut faire maintenant, on le fait de mieux en mieux, mais ce qui se prépare là, j'ai commencé ma vie en entendant des phrases terrifiantes, les condamnations à mort du peuple voisin, pour racisme, pour antisémitisme, pour des mots terrifiants, stupides, fondés sur rien, et j'arrive au dernier chapitre de mon existence en entendant les mêmes mots que ceux que j'ai entendus à la fin des années 30. Donc je crois que malgré les travaux des historiens, malgré les travaux des psychologues, je crois que ceux qui peuvent le mieux modifier la conscience et peut-être empêcher de réapparaître les mêmes tragédies, je crois que ce sont les artistes. Et on le voit dans les fictions. Les fictions ne disent pas n'importe quoi. Les fictions posent des problèmes réels. Les romans posent des vrais problèmes. Hier soir, je regardais Arte, que des gens dans la salle ont peut-être vu. Il y avait 2 documents sur les talibans et un autre sur une fille kurde qui s'engage. J'ai été bouleversé par ces 2 documents. C'est-à-dire que les filles racontaient leur vie quotidienne aujourd'hui dans un contexte de répression, comme en Afghanistan, ou de guerre, comme on le voit au Proche-Orient et en Ukraine. Il y a 50 guerres aujourd'hui sur la planète. Vous n'en connaissez, on ne parle que des 2 guerres qui nous concernent. Je pense que si on vous posait des questions, quelles sont les 48 autres guerres, je suis certain que personne dans la salle ne pourrait citer les 48 autres guerres. C'est-à-dire que ces guerres-là n'existent que dans le réel, comme pour la mort de mon ami. Si on n'en parle pas, ça n'existera pas dans la mémoire collective. Et là, c'est la fonction des artistes de faire des films, des fictions, des philosophes de soulever des débats ou d'être invités dans des rencontres où on va pouvoir poser des questions. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Alors merci beaucoup. Donc comme proposé tout à l'heure, on va prendre 3 questions et je vais commencer par aller vers le fond et pendant que je marche, j'en profite pour vous dire, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que on avait préparé une petite surprise. Regardez sous vos sièges, il y a 100 billets pour les conférences à venir qui sont offerts. Alors c'est 50 x 2. Voilà, c'est le moment où on met un peu la pagaille. Et s'il y en a un pendant ce temps qui veut lever la main pour la question, mais il y a 50 places offertes pour 2 personnes pour les soirées à venir. Là. Non, mais viens. Juste, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Je voulais te poser la question, la plasticité cérébrale, est-ce qu'elle est la même à tous les âges? Ok, vas-y. Désolée pour le tutoiement. Pas de souci. Ouais. Attends une minute. On va commencer avec la première question. Attends, vas-y. Est-ce que la plasticité cérébrale est la même à tous les âges? Est-ce que la personne qui pose une question peut se lever? Elle est Je suis pas debout. bien grande, mais Est-ce que vous, parce que je n'entends bien que si je vois bien. Est-ce que vous voulez bien reformuler votre question? Est-ce que la plasticité
Est-ce que la plasticité cérébrale est la même à tous les âges? Et non, malheureusement. Voilà. J'ai remarqué un truc, c'est qu'avec l'âge, on n'est pas de plus en plus plastique. Hein. C'est- C'est-à-dire que la plasticité cérébrale est stupéfiante chez les bébés, chez les enfants. Et elle ralentit bien sûr avec l'âge. C'est pour ça que l'éducation est tout à fait vitale. Vitale pour les enfants, pour nous aussi. C'est-à-dire que dans une culture où l'éducation se dégrade, c'est un crime contre tous les enfants. Or, actuellement, notre école est en recul. Je pense que si les enfants ont peur de l'école, j'ai travaillé au Japon où beaucoup de Japonais m'ont dit l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance à cause du sprint scolaire et à cause de la compétition pour les notes. Les Finlandais retardent la notation, 11 ans. À 15 ans, ils sont médailles d'or aux évaluations PISA. En retardant la notation, ils désangoissent les enfants. J'ai entendu des profs, j'étais avec Jeannette Bougrabe qui était secrétaire d'État à cette époque-là, j'ai entendu des profs dire à l'enfant t'as pas compris mais c'est pas grave, t'as pas compris aujourd'hui mais c'est pas grave, tu comprendras demain. Et effectivement, alors quand j'étais enfant, moi, j'ai eu la chance de jamais aller à l'école, ce qui fait que j'ai pas été formaté, donc je peux dire ce que je pense. Mais ceux qui étaient, quand j'étais au lycée, il y avait une méthode éducative, les théorèmes de Pythagore. T'as compris un peu, mais pas trop. Viens ici, mets tes doigts comme ça. Paf, on recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. C'est-à-dire, ces belles méthodes éducatives ont disparu, ce qui explique les mauvais résultats scolaires des petits Français. Bonsoir, merci beaucoup pour ce partage, ça a été très riche. Alors ma question est la suivante. Nous avons beaucoup entendu parler du cerveau, du lobe frontal du cerveau. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quel est le rôle exact de ce lobe frontal? Parce que j'imagine il y a le gauche et la droite. Oui, merci pour votre question, parce que effectivement, j'aurais dû le dire, mais il y avait tellement de choses à dire. Alors, le lobe préfrontal, c'est le socle neurologique de l'anticipation. C'est-à-dire quand j'étais neurologue à l'hôpital de Toulon, j'avais ma ration de lobotomie, surtout le lundi matin, à cause des accidents de voiture. C'était l'époque où il n'y avait pas de ceinture, les gens se tapaient le front contre le pare-brise. Quand ils arrivaient à l'hôpital, les deux lobes préfrontaux étaient en bouillie de neurones et de sang, et quand ça se résorbait, il y avait une lobotomie. Et ces gens-là ne pouvaient plus du tout anticiper, même physiquement. Ils étaient soumis au contexte, c'est-à-dire que s'il y avait du silence dans la salle, ils restaient comme ça. Si on parlait ou si on s'agitait autour d'eux, ils répondaient en s'agitant. Ils étaient complètement prisonniers de l'immédiat. Ils ne pouvaient pas. Donc on sait que le lobe préfrontal, c'est le socle neurologique de l'anticipation. Et la mémoire aussi, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que la mémoire, c'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est l'anticipation du passé. On va chercher dans son passé les images et les mots qui peuvent donner une forme verbale ou récitée à ce qu'on sent, à notre manière de nous sentir au présent. C'est toujours pour le raconter à quelqu'un. On est toujours dans l'anticipation. Et les gens qui ont un lobe préfrontal lobotomisé ne peuvent plus raconter l'histoire. Ils sont assis, ils dépendent du contexte. Alors, mais il y a une notion, c'est que quand on compare les êtres vivants entre eux, on constate que plus on évolue vers l'espèce humaine, les chats, les chiens sont des mammifères supérieurs, ils ont un lobe préfrontal qui fait 20% du poids total du cerveau.
Les singes, les chimpanzés ont un lobe préfrontal qui fait 30% du poids du cerveau, et les êtres humains ont un lobe préfrontal qui fait 30 à 35% du poids total du cerveau, plus la parole qui permet de complètement décontextualiser une information et d'habiter un monde de mots, comme on l'a fait ce soir. On habite un monde de mots. On crée un monde de mots avec nos récits, avec nos mots, et on y croit, on le ressent, on l'habite. Voilà, je suis assez content de ma réponse. On va poser donc la dernière question. Boris, vous êtes d'accord? Voilà, c'est ici, à gauche. À droite pour vous, pardon. Merci infiniment, Boris Cyrulnik, pour tous vos propos généreusement diffusés depuis de nombreuses années et qui favorisent notre réflexion. Merci infiniment. Alors, à vous entendre, j'aurais peut-être dû me faire lobotomiser parce que je ne peux m'empêcher de m'inquiéter sur la dégradation de la santé mentale en France et par ailleurs. Et j'aurais voulu évidemment vous entendre sur ce sujet. Vous avez parlé donc de privation d'affection, enfin d'affectivité, qui est certainement un des facteurs, mais voilà, j'aurais voulu avoir votre avis. Merci infiniment. Mais oui, c'est une question tragiquement pertinente, parce que on n'a jamais eu une espérance de vie aussi longue. À l'époque de Semmelweis, la découverte de la prophylaxie du couchement, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. À la même époque, l'espérance de vie des hommes était de, on va dire, 45 ans. 150 ans après, l'espérance de vie des hommes a doublé. Pendant le même temps, l'espérance de vie des femmes a triplé. C'est-à-dire qu'on a des conditions de confort. Une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui sera pratiquement centenaire. Ça s'est jamais vu dans l'histoire humaine. Donc probablement c'est grâce à nos découvertes techniques. La maîtrise de la fécondité, le contrôle des microbes par les antibiotiques, mais maintenant on contrôle moins les virus qui sont tout constamment inventés. Et surtout, pour répondre à votre question, ce qu'on constate, c'est qu'on devrait, si on était des êtres logiques, on devrait être de mieux en mieux. Or, on constate que les enfants sont de plus en plus anxieux, les femmes qui n'ont jamais été autant respectées et épanouies que dans la culture occidentale, ces femmes-là n'ont jamais été autant anxieuses et suicidaires. Dans toutes les cultures, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, mais les hommes aboutissent plus au suicide que les femmes, sauf depuis 15 ans, où en France, les femmes pensent plus, en Occident, les femmes pensent plus au suicide que les hommes et aboutissent plus au suicide que les hommes. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être deux hypothèses explicatives. Un, grâce à nos progrès techniques, on est de plus en plus seul. Le chauffeur de taxi qui m'a amené ici tout à l'heure, qui était un grand philosophe, comme Lucky Luke et comme tous les chauffeurs de taxi, me disait, depuis le Covid, on fait tous du travail à domicile. Ça évite les transports, on est de plus en plus seul. Il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent des enfants seuls, parfois avec l'aide de la grand-mère, qui fait donc office de père, parfois avec l'aide d'une autre femme, puisque maintenant les femmes homosexuelles peuvent se marier légalement, l'une d'elles peut porter un enfant, c'est l'autre femme qui va prendre la signification et la fonction de père. Bonjour madame la grand-mère, vous êtes le père. Vous suivez? C'est-à-dire que Camus, qui par bonheur redevient à la mode, après avoir été assassiné par Jean-Paul Sartre, et il redevient un écrivain que j'aime beaucoup, qu'il faut lire, et dans la confusion, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
Première réponse, la solitude, facilitée par les progrès techniques magiques, réels, stupéfiants. Deuxième question, et pour répondre à votre question, les écrans. Les écrans, surtout chez les enfants. Les écrans qui, lorsqu'ils hypnotisent les enfants, dans le groupe de la commission des 1000 jours que j'ai eu à présider, après la sortie du Covid, on a examiné cliniquement les bébés préverbaux. Et les bébés préverbaux, à la sortie du confinement, ne décodaient plus les mimiques de leur mère. Ils ne comprenaient plus les mimiques faciales. Quand la mère les invitait au câlin, ils restaient immobiles. Quand la mère émettait l'énoncé préverbal que toutes les mères font, elles froncent les sourcils. Bon, toutes les mères ont fait ça. Tous les bébés comprennent. Sauf après le confinement, où ils ne comprenaient plus. Après le confinement, les bébés qui parlent, les enfants qui parlent, après l'explosion du langage du 20e au 30e mois, ils avaient tous un retard d'acquisition du langage, au point que quand les enfants passaient trop de temps devant les écrans, certains avaient un retard de langage énorme, au point que certains ont été momentanément pris pour des enfants autistes. Donc nos progrès ont des effets secondaires, nos progrès réels, magiques, qui prouvent l'intelligence technique, l'intelligence humaine stupéfiante. Ces progrès ont des effets secondaires qu'on paye très cher. Un grand merci à tous. Merci beaucoup une fois de plus pour ce moment unique que vous avez bien voulu partager avec nous ce soir. On est une fois de plus honorés. On va reprendre un petit moment de dédicace. Voilà, comme vous vous en doutez, ça sera assez rapide, il n'y aura pas de véritable temps d'échange, mais on va faire au mieux pour satisfaire ceux qui n'ont pas encore pu faire signer leur livre. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de soirée et à bientôt.